C'était il y a tout juste 5 ans. Le 7 janvier 2015, la France découvrait qu'une rédaction entière pouvait être décimée par les kalachnikovs de djihadistes, les frères Kouachi. Un hommage aux 12 morts de l'attentat de Charlie Hebdo avait lieu ce matin devant les anciens locaux de l'hebdomadaire. Ce drame avait suscité l'émotion et l'indignation. Plus de 4 millions de personnes avaient défilé le 11 janvier. Le rassemblement avait donné lieu à des gestes de fraternisation avec les policiers. Depuis, le lien s'est pour le moins distendu. Derrière l'image est signé Claire Colnet et David Fossard. Un manifestant qui enlace un CRS, tout sourire face à cette étreinte surprise. Ces quelques secondes, immortalisées par les photographes, sont devenues le symbole d'un rapprochement inédit entre les Français et les policiers et l'acte de naissance d'une amitié entre deux hommes. C'était le 11 janvier 2015. Une foule immense rend hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, 17 morts dont 3 policiers. Ce jour-là, Steve CRS encadre le cortège parisien. Lorsque Thierry Cup, professeur de pâtisserie du Nord, sort du rang pour l'étreindre. Un élan de fraternité salué par la foule. Mais ils font un boulot exceptionnel, ils risquent leur vie pour nous. Voilà. Et moi je les remercie. Et des démonstrations d'affection, il y en a eu beaucoup ce dimanche-là. Place de la République, les manifestants forment même cette haie d'honneur pour saluer le passage des fourgons. Quelques jours plus tard, nous avions retrouvé Steve, le CRS, encore ému de ce bisou, lui qui se dit habitué aux huées des manifestants. Je suis assez timide, hein. Ouais. J'espère que tout le monde n'allait pas faire la même chose aussi. Il a dû me faire des bisous. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais cette nouvelle popularité laisse bientôt place à une forme de désamour. Ce policier le reconnaît, 5 ans plus tard, ce soutien massif s'est érodé. Il y a une frange de la population, une minorité, et c'est important de le dire, qui effectivement n'aime pas l'autorité de l'État, n'aime pas les représentants de l'autorité de l'État, mais par contre ils sont bien contents de les trouver quand ils en ont besoin. Alors cette image restera-t-elle celle d'une idylle éphémère? Pas seulement. Allô Steve? Ça va? Car entre le CRS et le professeur, une amitié se noue. Ils se découvrent même une passion commune pour la pâtisserie. Ce 11 janvier 2015, 4 millions de personnes ont défilé dans toute la France. Une marche historique contre le terrorisme. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Médecins, infirmiers sont de plus en plus comptables du moindre incident. Les procès se multiplient, si bien que certains hôpitaux tentent de former les soignants à éviter étourderie, confusion dans une chambre des erreurs. Le malade est un mannequin en plastique. Reportage à l'hôpital de la Timone à Marseille de Théo Souman et Alexandre Lepinet. Elles sont la hantise du personnel hospitalier et font régulièrement la une de la presse. En France, les erreurs médicales font l'objet de plus en plus de plaintes, avec à la clé des indemnités parfois très lourdes. 390 professionnels de santé condamnés en 2018, un total de 53,2 millions d'euros versés aux victimes, d'après le principal assureur du secteur. À Marseille, pour éviter ces erreurs, une chambre d'hôpital spéciale a été aménagée, truffée d'anomalies. Autour d'un mannequin, le faux patient, 2 infirmières et une aide-soignante ont 15 minutes pour identifier toutes les erreurs qui ont été commises. La voie veineuse, elle n'est pas du tout fixée. Une perfusion mal posée, un bracelet avec une mauvaise identité ou encore des médicaments qui traînent sur les tables. Vous avez, je pense, pour faire une dilution du chlorure de potassium. C'est interdit et on ne fait surtout pas de dilution avec du potassium. Pourquoi? C'est un produit mortel. Ces chambres d'exercice sont testées depuis plusieurs années en France. À Marseille, l'hôpital Nord a lancé cette formation ludique au mois d'octobre, sans lien avec une erreur médicale en particulier, pour stimuler la vigilance des soignants. Il y a toujours des entorses minimes, évidemment, parce qu'on ne prend pas de risques, mais il y en a toujours. Pris dans la routine, il y a peut-être des choses qu'on peut oublier, justement, avec la précipitation ou autre, et faire des piqûres de rappel, c'est pas mal. Moi, ma seule crainte, c'est de manquer un petit truc et de me dire qu'il a eu mal ou qu'il a manqué quelque chose, à cause, pas à cause de moi, mais voilà, par manque de vigilance. Mais pour ce syndicaliste marseillais,
La cause principale des erreurs médicales à l'hôpital, c'est le manque de personnel. Les services tournent en sous-effectif, ça génère du stress, ça génère de l'absentéisme. Donc, et là, tous ces problèmes-là, personne ne veut les évoquer. Enfin, ça fait des années qu'on dénonce ça à la direction et rien n'est fait. On nous propose une formation pour tester les compétences des agents. Enfin, pour nous, c'est pas le sujet. Pour la direction de l'hôpital, cette courte formation est un plus. Les personnels volontaires peuvent y revoir leurs fondamentaux et s'interroger sur leurs pratiques. Mais la Chambre des erreurs ne peut accueillir qu'une dizaine de soignants par mois. Ils sont plus de 8000 au sein des hôpitaux marseillais. Big Brother ne vous lâche plus. Dans la rue, dans les aéroports et même parfois, lorsque vous regardez votre smartphone, la reconnaissance faciale est partout. Elle permet de vous identifier sans papier d'identité. Forcément, l'idée d'être reconnu partout inquiète, pose des questions de respect de la vie privée. Faut-il avoir peur de la reconnaissance faciale? C'est ce qui fait débat. Simon Écotier, Mathieu Régnier. Imaginez un monde où à chaque promenade, vous êtes suivi par l'œil d'une caméra. Imaginez que derrière l'objectif, une machine cherche à vous identifier parmi la foule. Une machine capable de reconnaître votre visage malgré les déguisements. Faut-il avoir peur de la reconnaissance faciale? La question fait débat. Dans certains aéroports, on s'y est déjà habitué. Des sas de contrôle où votre visage est comparé à celui de votre passeport. D'autres pays vont même bien plus loin. En Chine, la reconnaissance faciale permet de retirer de l'argent sans carte bancaire. Et même de payer ses achats dans certains magasins sans sortir son portefeuille. En France, de nombreux domaines s'intéressent à cette technologie. Alors, est-ce vraiment un progrès? Selon ses défenseurs, elle permet avant tout de garantir la sécurité. À Nice, ville frappée par le terrorisme en 2016, elle a été testée lors du carnaval. La région PACA souhaiterait poursuivre l'expérience à l'entrée des lycées. Problème, la CNIL, gendarme des données personnelles, s'y oppose. La reconnaissance faciale, nous l'avons chacun sur notre smartphone tous les jours. Et alors, on refuse, face à la République, de faire prospérer aujourd'hui une technologie qui garantirait plus de sécurité dans un monde si menaçant. La reconnaissance faciale, une opportunité aussi pour l'administration. Nous avons testé en avant-première Alicem, une application pour se connecter à certains sites sécurisés comme celui des impôts. Le logiciel compare la photo de mon passeport avec mon visage, une seule fois à la création du compte. La garantie selon ses créateurs que seul moi pourrais l'utiliser à l'avenir. L'utilisation de la reconnaissance faciale à la création du compte permet d'atteindre un niveau de sécurité très élevé. L'usurpation d'identité avec Alicem est, disons, quasi impossible. La reconnaissance faciale, une technologie qui suscite aussi des craintes. Quels sont les risques potentiels ? En Chine, elle permet de surveiller certains opposants politiques. Alors, des dérives sont-elles possibles en France? Selon cette association, le gouvernement pourrait très bien à l'avenir chercher à surveiller certaines personnes dans la rue à leur insu, comme les manifestants. On peut vraiment redouter que la police utilise ces armes de surveillance, donc vidéo plus reconnaissance faciale, pour par exemple faire des listings des personnes qui participent aux manifestations que la police elle-même a considérées comme dangereuses ou violentes. Prévenir les violences, empêcher des attentats, un objectif valable selon ce philosophe, mais qui ne justifie pas que l'on renonce à certaines libertés. On ne peut pas tout sacrifier à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité. On a plusieurs principes qui nous constituent en tant que société. On a la sécurité, mais on a aussi la liberté, on a aussi les droits, on a aussi l'égalité. Tout ne doit pas être fait au nom de la sécurité. Aujourd'hui, que dit la loi concernant la reconnaissance faciale ? La CNIL est l'organisme chargé d'évaluer les expérimentations sur cette technologie. Pour rendre ses avis qui ne sont que consultatifs, elle s'appuie sur un principe simple. Le principe, c'est qu'il faut le consentement. Donc les gens doivent avoir un choix libre de passer par la reconnaissance faciale ou non. Si on veut imposer la reconnaissance faciale, il faut un texte, il faut une loi, il faut un décret. En France, aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui impose ça. Un décret peut être déposé par l'État en cas d'intérêt public important, la sécurité ou l'accès aux services publics par exemple. Un cadre juridique jugé imprécis par certains députés qui réclament un débat citoyen sur la question et une loi
pour mieux encadrer les expérimentations.